Un jour après notre emménagement, l'ancienne propriétaire m'a appelé. Sa voix tremblait au bout du fil. J'ai oublié d'éteindre ma caméra de sécurité cachée. J'ai vu ce que votre fils a fait pendant votre absence. Venez me voir immédiatement. Et quoi que vous fassiez, ne lui dites pas un mot. Ce qu'elle m'a montré ce matin-là a failli arrêter mon cœur. Je suis reconnaissant que vous soyez ici avec moi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Croyez-moi, vous voudrez entendre chaque mot de cette histoire. 24 heures plus tôt, je célébrais. Alexandre venait d'acheter l'appartement de Camille, ma sœur aînée, dans l'immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Elle y avait vécu 4 ans, mais avait décidé la semaine dernière de déménager en province. Quand Alexandre l'a acheté et m'a demandé d'emménager après le décès de maman, j'ai pensé que c'était le geste le plus gentil. « Tu ne devrais pas être seul, papa », avait-il dit, me tendant une coupe de champagne dans ce magnifique salon au plafond de 4,50 m et à la lumière dorée. Après avoir perdu maman et Margot, ma petite fille, morte il y a 4 ans d'une overdose. Alexandre avait tout géré. La police, les funérailles, les détails insupportables, pendant que je m'effondrais. « Au nouveau départ », avait-il dit. Je l'avais cru. C'était hier. Ce matin, tout s'est brisé. J'ai retrouvé Camille au jardin du Luxembourg à 7 heures. Elle était assise recroquevillée sur un banc, noyée dans un manteau trop grand. Quand elle m'a vu, elle a tressailli. « J'aurais dû te dire avant que tu emménages », a-t-elle dit. Mais j'avais trop peur. Que se passe-t-il ? Elle a sorti une tablette d'une main tremblante. J'ai installé des caméras il y a 4 ans. Quand j'ai déménagé, j'ai oublié de les désactiver. Hier soir, en révisant les enregistrements, j'ai vu... Sa voix s'est brisée. Regarde juste. La vidéo était granuleuse en noir et blanc. Hier, 9h47. Pendant que j'achetais les courses, une pièce étroite au mur de béton avec une ampoule nue. Alexandre est entré portant un plateau. Du pain, de l'eau. Il l'a posé, a reculé, bras croisés, expression froide. Des ombres, quelqu'un a rampé vers l'avant, squelettique, sale, se déplaçant à 4 pattes. Cette personne a tendu la main vers la nourriture avec des gestes désespérés et tremblants. Alexandre a dit quelque chose, puis est parti. Un déclic s'est fait. La personne a mangé par bouchées frénétiques et étouffées. Puis elle a levé les yeux vers la caméra. Je connaissais ses yeux, brun foncé, la forme de sa mère. La cicatrice au-dessus du sourcil gauche depuis l'âge de 7 ans. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. C'est Margot. La voix de Camille était creuse. Elle est vivante, Parker. Elle est vivante depuis tout ce temps. Le monde a basculé. Nous l'avons enterré. Alexandre a identifié le corps. Alexandre a menti. Camille a agrippé mon bras. Il y a 4 ans, il est venu me voir. Il a dit que Margot avait des ennuis, des dettes de jeu, des gens dangereux. Il avait besoin d'un endroit pour la cacher. Il me paierait pour rester ici, apporter de la nourriture, la garder en sécurité. Je pensais l'aider. Tu savais depuis 4 ans ? Il m'a menacé. Il a dit qu'il nous tuerait toutes les deux. Des larmes coulaient sur son visage. Et Parker, l'appartement n'a jamais été à moi. Alexandre l'a acheté par l'intermédiaire d'une société écran, l'a mis à mon nom. J'étais la gardienne de prison. Elle a pressé un papier dans ma main. Il y a une pièce cachée derrière la bibliothèque du bureau. Serrure électronique. Le code et sa date de décès. 15 octobre. Alexandre part à 7 heures, rentre à 22h30. Tue à 3 heures. J'ai fixé l'image figée. Ma fille, l'enfant que j'avais pleuré, était vivante un enfer dans l'appartement où je venais d'emménager. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé. Parce que, quand j'ai vérifié les caméras, elle était encore là avec vous, vivant juste au-dessus d'elle. Camille s'est levée en reculant. Si Alexandre découvre que je te l'ai dit, il me trouvera. Tu es seul. Elle a disparu dans la foule. Je suis resté assis tenant le papier, regardant l'immeuble haussmannien qui se dressait comme un beau mensonge. Quelque part à l'intérieur, ma fille attendait. Et quelque part à l'intérieur était mon fils, l'homme en qui j'avais confiance. J'avais 3 heures avant qu'Alexandre rentre à la maison. 3 heures pour retrouver ma fille et comprendre quoi faire avec le monstre que j'avais élevé. L'appartement ressemblait à un piège quand j'y suis retourné. Tout avait l'air pareil. La tasse de café d'Alexandre dans l'évier, la lumière du matin à travers les fenêtres. Mais maintenant, je le voyais différemment. Ces murs n'étaient pas un foyer. C'était une cage. Et quelque part derrière eux, ma fille était enterrée vivante. 7h45. Alexandre était parti depuis 15 minutes. J'avais jusqu'à 22h30.
Le bureau était au bout du couloir, élégant, avec des boiseries sombres. Hier, il paraissait distingué. Maintenant, je le voyais pour ce qu'il était. Une porte vers l'enfer. La bibliothèque couvrait le mur nord du sol au plafond, rempli de volumes reliés en cuir. J'ai tiré les livres par brassées, cherchant. Camille avait dit que le panneau était derrière l'étagère du milieu. Là, un petit clavier électronique à peine visible, les chiffres brillants d'un bleu faible. Mes mains tremblaient en entrant le code. 15 octobre, le jour où nous avions enterré un cercueil vide. 3 secondes, puis un clic doux, et la bibliothèque s'est ouverte vers l'intérieur. L'odeur m'a frappé en premier. Air vicié, sueur, peau non lavée. Une ampoule unique à clignoter. La pièce faisait peut-être 2,50 m sur 3 mètres, étroite, sans fenêtre, un matelas fin avec une couverture grise, un bureau avec 3 écrans, sombre mais maculé d'utilisation, des emballages de barres protéinées, une bouteille d'eau à moitié vide. Tout net, organisé, une cellule prétendant ne pas être une cellule. Mais Margot n'était pas là. Je me tenais dans la pièce vide, la respiration trop rapide. Camille avait-elle menti? Alexandre l'avait-il déplacé? 3 coups nets. Pause. 3 autres, venant d'en dessous de moi, du sol. Mon cœur s'est arrêté. Je connaissais ce motif. Quand Margot avait 7 ans, je lui avais enseigné le morse. Elle avait inventé sa propre version. 3 coups signifiaient « j'ai besoin de toi ». Je me suis agenouillé. Margot? 3 coups, plus fort, urgent. J'ai arraché les planches du sol, cherchant un interstice. Là, une planche plus récente que les autres. J'ai pris un coupe-papier du bureau d'Alexandre et l'ai glissé sous le bord. La planche s'est soulevée. En dessous, il y avait l'obscurité et une respiration. « Margot, j'arrive ?» L'ouverture faisait à peine 60 cm de large. Je me suis baissé, mes pieds trouvant des tuyaux métalliques froids, des conduits, un tunnel de service. J'avais travaillé avec ces systèmes toute ma carrière d'architecte. Je savais qu'ils existaient dans les vieux immeubles parisiens. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse y cacher une personne. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. Le faisceau révélait un passage étroit de moins d'1 mètre de haut. Des tuyaux couraient le long du plafond, goûtant. Les murs étaient assez proches pour les toucher. Je me suis mis à 4 pattes et ai rampé. Le tunnel sentait la rouille et la moisissure. L'eau goûtait devant. Ma lumière rebondissait sur le métal et le béton, créant des ombres mouvantes. L'espace était si serré que j'ai dû tourner les épaules de côté, mais j'ai continué d'avancer parce que quelque part dans cette obscurité se trouvait Margot. « J'arrive, ma chérie », ai-je murmuré. Le tunnel tournait à gauche puis à droite. J'ai perdu la direction. L'immeuble haussmannien était massif, construit en 1870 avec des couches de couloirs utilitaires et d'espaces oubliés. Alexandre en avait trouvé un et l'avait transformé en tombeau. La respiration devenait plus forte. J'ai rampé autour d'un carrefour de tuyaux et me suis arrêté. Elle était recroquevillée contre le mur du fond, où 2 tuyaux se rencontraient, pressés dans le plus petit espace. Dans la lumière dure de mon téléphone, j'ai vu des cheveux blonds emmêlés, une peau pâle comme du papier, des vêtements qui étaient des haillons. Elle n'a pas bougé, n'a pas levé les yeux, est juste restée recroquevillée, serrée comme si elle essayait de disparaître dans le métal. J'ai rampé vers l'avant lentement, prudemment. Margot? Toujours aucun mouvement, mais la respiration s'est accélérée, respiration de peur. Ma chérie, c'est moi, c'est papa. Ma voix s'est cassée sur le mot. 4 ans. 4 ans qu'elle était là en bas dans le noir, pendant que je pleurais un mensonge. J'ai tendu ma main, tremblant dans le faisceau de la lampe de poche. Elle était recroquevillée contre le tuyau, si mince que j'ai failli la manquer. Dans le faisceau dur de mon téléphone, elle ressemblait à une ombre, pas à une personne. Des cheveux blonds emmêlés collaient à un visage que je reconnaissais à peine. Sa peau était grise, tendue sur des os saillants. Un t-shirt sale et un jogging pendaient de sa silhouette, des vêtements faits pour quelqu'un 2 fois plus gros. Elle n'a pas levé les yeux quand la lumière l'a trouvée. Elle s'est seulement pressée plus près du métal froid, essayant de disparaître. « S'il te plaît, non !» a-t-elle murmuré, la voix rugueuse et brisée. « Je suis désolé, je travaillerai plus vite. »« S'il te plaît, ne me frappe pas !» Margot. Le nom est sorti étranglé. « Ma chérie, c'est moi, c'est papa !» Elle s'est figée un long moment. Elle n'a ni bougé, ni respiré. Puis elle a lentement levé la tête, les yeux creusés par la faim et ternes après des années sous terre. Je connaissais ses yeux, les yeux de ma fille. « Papa ?» Le mot était à peine un son. « Tu n'es pas... Ce n'est pas... C'est réel. Je suis réel. » Camille m'a montré. Je sais tout. Son visage s'est effondré. Comme si 4 années à se tenir ensemble s'étaient brisées d'un coup,
Le son qu'elle a fait n'était ni un sanglot ni un cri, juste une douleur brute qui m'a déchiré la poitrine. Elle s'est élancée et est tombée dans mes bras. Je l'ai tenue pendant qu'elle tremblait et pleurait. J'ai senti chaque côte à travers la chemise sale. J'ai senti comme elle était légère et fragile. C'était ma petite fille, et j'avais bu du champagne, célébrant un nouvel appartement pendant qu'elle mourait dans le noir. Je suis désolé, ai-je murmuré dans ses cheveux. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Il a dit que tu ne me croirais pas, a-t-elle murmuré. Il avait des papiers, des rapports médicaux, tout disant que j'étais instable. Il a dit que si je disais quoi que ce soit, les gens penseraient que j'étais folle. Je te crois. Camille m'a montré la vidéo. Elle a reculé, les yeux frénétiques. Alors tu dois partir maintenant. S'il sait que tu sais, je ne te laisserai pas. Tu dois le faire. Ses mains ont agrippé mes bras, légères comme des os d'oiseau. Papa, écoute. Il a simulé ma mort. Il a fait croire que je l'avais fait moi-même. Overdose, mot d'adieu, tout. Mais il a des preuves que j'ai mis ça en scène. Faux documents, signatures, email de compte qu'il m'a forcé à créer. Si tu vas à la police, il dira que je suis une criminelle qui a simulé sa mort pour échapper aux dettes et aux impôts. C'est insensé. Il l'a planifié avant que je meure. Il m'a attiré dans le jeu, les usuriers, puis a offert son aide. Quand j'ai compris, j'étais morte sur le papier. Le piratage, il a gagné des millions. Banque, entreprise, identité, tout retracé vers moi. Adresse IP, compte qu'il contrôle. Je ne peux pas prouver que ce n'est pas moi. Des larmes ont tracé des lignes nettes sur son visage. Et il a des dossiers montrant que tu savais, que tu étais payé. Je n'ai jamais. Je sais, mais ça a l'air réel. Si tu y vas maintenant, nous allons tous les deux en prison. Il s'en sort libre. Elle m'a secoué. Tu as besoin de preuves, des preuves réelles qu'il ne peut pas effacer. Une porte a claqué au-dessus de nous. Margot est devenue pâle. Il est rentré tôt. Il ne devrait pas. Vas-y, elle m'a poussé vers le tunnel. S'il te trouve ici, je ne veux pas. J'ai survécu 4 ans, a-t-elle pleuré. Je peux survivre quelques jours de plus, mais seulement si tu es libre. Trouve des preuves, s'il te plaît. Des pas lourds ont bougé au-dessus. La voix d'Alexandre a dérivé vers le bas. Papa, tu es là? J'ai regardé Margot une dernière fois. Elle se rétrécissait déjà dans les ombres, se repliant dans ce coin, redevenant invisible. J'ai rampé à travers le tunnel, les genoux hurlants, le cœur martelant. Des pas ont traversé l'appartement au-dessus, se rapprochant du bureau. J'ai atteint l'ouverture, me suis hissé, j'ai remis la planche en place, les mains tremblant en replaçant les livres. La porte cachée bâillait encore. « Papa !» Alexandre a appelé encore. J'ai claqué l'étagère fermée et j'ai trébuché dans le couloir alors que sa clé tournait dans la porte d'entrée. J'ai à peine réussi à revenir. J'avais des secondes. Mais maintenant je connaissais la vérité et je devais l'utiliser. Je suis arrivé au salon avant qu'Alexandre n'entre. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, mallette dans une main, clé dans l'autre. Ses yeux sont allés directement à mes mains, puis à mes genoux, puis de nouveau à mon visage. J'ai baissé les yeux. Mes paumes étaient grises de poussière. Mes genoux étaient noirs de crasse d'avoir rampé dans le tunnel. J'avais exactement l'air de ce que j'étais. Un homme qui avait fouillé dans les entrailles cachées d'un immeuble. « Papa !» Alexandre a posé sa mallette lentement. « Qu'est-ce que tu faisais ?» J'aurais pu mentir. J'aurais dû mentir. Mais l'image de Margot recroquevillée contre ses tuyaux, squelettique et terrifiée, a brûlé à travers chaque pensée prudente. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé. « Pourquoi l'as-tu enfermé ?» Alexandre est devenu complètement immobile. Pendant une demi-seconde, quelque chose a clignoté sur son visage. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance, comme s'il s'attendait à ce moment et était déçu qu'il soit arrivé si tôt. Puis son expression a fondu en inquiétude si lisse qu'elle avait l'air pratiquée. « Papa. » Il a fait un pas vers moi, main tendue. « De quoi tu parles ?»« Margot, je sais qu'elle est ici. Je sais ce que tu as fait. »« Papa, s'il te plaît, assieds-toi. » Sa voix était douce, gentille, comme s'il parlait à un enfant. « Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?»« Non !» J'ai reculé. « Ne me traite pas comme si j'étais fou. Je ne le suis pas. » Il a tendu la main vers mon bras encore. J'ai reculé brusquement. Sa main est tombée et son visage s'est froissé d'inquiétude. Mais ses yeux... « Papa, tu ne fais pas de sens. As-tu pris tes médicaments aujourd'hui ?»« Je ne prends pas de médicaments. » Peut-être que c'est le problème. Sa voix s'est légèrement cassée. « Papa, je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé. Le stress du déménagement. Perdre maman l'année dernière et Margot.
Il s'est arrêté, les yeux humides. Perdre Margot a été si dur pour nous deux. Elle n'est pas perdue. Elle est ici. Tu la gardes dans une pièce derrière la bibliothèque. Le visage d'Alexandre est devenu pâle. Papa, Margot est morte. Elle est morte depuis 4 ans. Nous l'avons enterrée. Tu te souviens? Cimetière du Père-Lachaise? 15 octobre. Tu as tenu ma main aux funérailles. Tu as tout truqué. Je sais que tu la manques. Sa voix s'est brisée, des larmes coulant librement. Elle me manque aussi, tous les jours. Mais elle est partie, papa, partie. Et je pense que peut-être le déménagement était trop rapide. L'appartement de Camille, tous ces changements. Peut-être qu'il t'embrouille? Je ne suis pas embrouillé, je l'ai vu. Camille m'a montré une vidéo. Camille? Alexandre a froncé les sourcils. Papa, Camille a déménagé dans le Périgord il y a 3 mois. Lui as-tu parlé ce matin? Elle m'a montré des images. Papa, il n'y a pas d'images. Camille n'a jamais eu de caméra ici. Il s'est rapproché, la voix insupportablement tendre. Viens, laisse-moi te montrer. Il m'a mené au bureau. La peur criait en moi, mais j'ai suivi. Alexandre est allé à la bibliothèque, a tendu la main derrière l'étagère du milieu et a pressé le panneau caché. L'étagère s'est ouverte. La lumière s'est allumée. La pièce était vide. Pas de matelas, pas d'ordinateur, pas de poubelle, rien. Mur et sol de béton nu, comme si elle n'avait jamais été autre chose. Margot avait entendu. Elle avait rampé plus profondément dans le tunnel de service et scellé la planche derrière elle. Elle s'était effacée. Tu vois? La voix d'Alexandre était douce. Il n'y a personne ici, papa. Il n'y a jamais eu personne. J'ai fixé la pièce. Elle était ici. Je l'ai vue. Tu as vu le chagrin qui parlait? Il a serré mon épaule. Papa, tu oublies des choses. Tu mélanges les dates. Hier, tu m'as appelé oncle Michel. Ce n'est pas... Michel est mort il y a 10 ans. Sa voix tremblait. Papa, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas dit fou. Sa main s'est resserrée. Je t'aime. Je ne te laisserai pas t'effondrer. Il a sorti son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Dr Brennan. Il a composé. Mon père a des délires. Il a rencontré mes yeux. Il pense que sa fille morte est vivante. L'inquiétude d'Alexandre avait l'air réelle. Sa gentillesse a disparu au moment où j'ai refusé de chercher de l'aide. Très bien. Sa voix est devenue plate et froide. Si tu n'acceptes pas la réalité, alors nous devons parler d'autre chose. Je vais à la police. Non, a-t-il dit avec certitude. Tu n'y vas pas. Regarde-moi faire. Papa. Il a sorti son téléphone. Te souviens-tu hier soir quand je t'ai fait signer ces papiers? Je t'ai dit que c'était au-dessus des formalités d'appartement. Mon sang s'est glacé. Hier soir, après le champagne et le toast, Alexandre avait sorti un dossier, riant des trucs juridiques ennuyeux. J'étais fatigué, heureux, confiant. J'ai signé sans lire. C'était une procuration, a dit Alexandre, et un accord de résidence temporaire. Cet appartement est légalement à moi. Tu n'es qu'un invité, et je résilie ta résidence maintenant. Tu ne peux pas. Je peux, et je le fais, pour ta sécurité. Il a ouvert la porte d'entrée et a élevé la voix. Sécurité, j'ai besoin d'assistance à l'appartement 14C. Mon père a une crise de santé mentale. Ne fais pas ça. Il croit que sa fille décédée est vivante, a dit Alexandre, la voix se brisant. Il fait des accusations. J'ai essayé d'aider, mais il refuse le traitement. Il a besoin de soins professionnels. Alexandre. 2 agents de sécurité sont apparus, jeunes et mal à l'aise. Alexandre a parlé fort. Mon père est délirant. Il pense que ma tante Camille lui a rendu visite, même si elle a déménagé il y a des mois. Il pense que ma sœur Margot, morte depuis 4 ans, est emprisonnée ici. Je lui ai montré la pièce vide. Des portes se sont ouvertes le long du couloir. Je l'aime, a dit Alexandre en essuyant ses larmes. Mais je ne peux pas le regarder se détériorer. Monsieur, a dit doucement un garde, vous devez partir. Écoutez-moi. J'ai essayé de les dépasser. Elle est ici, derrière la bibliothèque. Il y a un tunnel. Alexandre a calmement ouvert la porte cachée. Béton vide. Il n'y a personne ici, monsieur, a dit le garde. Il allait bien hier, a murmuré quelqu'un. Le chagrin fait des choses terribles, a répondu un autre. Les gardes ont pris mes bras et m'ont fait marcher devant les voisins, à travers le hall, devant le concierge, dans la rue. Le soleil était brutal. Les gens fixaient un vieil homme escorté comme un criminel. Alexandre se tenait dans l'embrasure, la main sur son cœur. Je t'aime, papa. Quand tu accepteras de l'aide, je serai là. La porte s'est fermée.
Je me tenais là avec seulement mon téléphone et mes vêtements. Pas de maison, de preuves ou de crédibilité. Tout le monde croyait que j'étais fou. À la tombée de la nuit, j'avais traversé la moitié de Paris et me suis arrêté devant un immeuble dans le 7e arrondissement. Théodore Blanchard a répondu en pantoufles et lunettes, les yeux s'écarquillant. « Parker, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, crois-moi. » Il m'a fait entrer, m'a donné de l'eau et a écouté pendant que je lui racontais tout. Il n'a pas interrompu. « C'est une sacrée histoire, a-t-il dit. Je sais comment ça sonne. » Je te crois. Alexandre a toujours semblé trop lisse. Il s'est levé. « Je connais un avocat. Laisse-moi appeler. » Le soulagement m'a envahi. Je me suis assis en respirant pendant que Théodore allait à la cuisine. Sa voix a dérivé. « Hé, Alexandre, c'est Théodore. Il est ici maintenant. Il parle de Margot vivante. Pauvre type. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? D'accord, je peux le garder. » Le verre est tombé et s'est brisé. Théodore s'est retourné, le visage tombant. « Parker, attends. » J'ai couru, tâtonné la serrure, foncé dans la nuit. J'ai disparu dans les foules sans nulle part où aller. Tous ceux en qui j'avais confiance étaient achetés ou pliés. Mais en marchant dans les rues froides, quelque chose a durci en moi. La plus grande arme d'Alexandre était aussi sa faiblesse. Les papiers. J'ai compris alors que les documents pouvaient construire des prisons ou les démolir. S'ils régnaient par les contrats, les signatures, les dossiers, alors je me battrais sur ce terrain. Je trouverais des copies, des pistes, des horodatage, des contradictions. Je survivrai assez longtemps pour rassembler des preuves, exposer les mensonges et apporter la lumière dans les tunnels. Margot attendait. Je ne l'abandonnerai pas. Peu importe combien de temps cela prendrait, je retournerai ces papiers contre lui et récupérerai ma fille vivante. L'aube s'est levée froide sur le jardin du Luxembourg. Je n'avais pas dormi, mais j'avais un plan. J'ai passé la nuit sur un banc regardant la ville se réveiller, rejouant les mots de Margot. Alexandre avait tout construit sur les documents. Faux certificat de décès, signature forgée, pistes numériques pointant partout, sauf vers lui. Il croyait que le papier le rendait intouchable. Mais le papier laisse des traces. J'ai passé 40 ans comme architecte à lire les plans et codes, apprenant comment les structures et systèmes fonctionnent vraiment. À Cizrian, je suis allé à l'immeuble haussmannien, pas par l'entrée où le concierge appellerait Alexandre, mais par l'allée de service que j'utilisais depuis des années pour visiter Camille. Les archives du sous-sol se trouvaient au bout d'un couloir sombre. Une lumière clignotait. Georges Dubois, le gardien de nuit, lisait un journal. « Monsieur Dubois ?» a-t-il dit. « Alexandre m'a dit que vous n'alliez pas bien. »« Georges, j'ai besoin de votre aide, » ai-je dit. « Et j'ai besoin que vous me fassiez confiance même si les gens disent moi que je suis fou. » Il m'a étudié. 70 ans, ancien pompier, gardien de ce lieu. « Vous souvenez-vous de Margot ?» ai-je demandé. Son visage s'est adouci. « Gentille gamine. J'ai pleuré à ses funérailles. »« Elle est vivante, » ai-je dit. « Alexandre la retient prisonnière ici depuis 4 ans. » Il aurait pu appeler la sécurité. Au lieu de cela, il a posé le journal. « Alexandre a payé l'opération de ma femme, » a-t-il dit doucement. 60 000 €. Les cadeaux ont toujours des ficelles, toujours. Il a sorti des clés. Les archives sont là. Vous avez 30 minutes. La pièce sentait la poussière et l'âge. J'ai trouvé les plans de 1870 et photographié l'appartement 14C. Un mur porteur traversait le bureau. Alexandre l'avait coupé pour construire la pièce cachée. Illégal, dangereux, condamnable. Dans un classeur, j'ai trouvé des paiements de Méridien Holdings SARL à Camille Dubois. 4 ans, 50 000 € annuellement. Méridien Holdings, propriétaire. Alexandre Dubois, formé 3 jours après la mort de Margot. De vieux emails d'enquête montraient qu'Alexandre avait payé Théodore Blanchard 42 000 € pour du conseil. Théodore était à la retraite. C'était de l'argent du silence. J'ai tout photographié. Georges a frappé. 20 minutes. J'ai trouvé l'acte original. Le 14C avait été acheté par Méridien, puis transféré à Camille. Les paiements hypothécaires venaient tous d'Alexandre. Il possédait tout. Georges attendait avec du café. « Assez ? » ?»« Plus qu'assez, » ai-je dit. « Si j'ai raison, aujourd'hui va être moche. Vous resterez avec moi ?»« Margot était une bonne gamine, » a-t-il dit. « Dites-moi ce dont vous avez besoin. Restez près de votre téléphone. J'aurai peut-être besoin d'un témoin. » Je suis parti et me suis assis dans un café en cherchant « Piratage chaud, cybersécurité ». 6 mois, 2,5 millions perdus. J'ai appelé l'entreprise. Dites à Vincent Chaud que je sais qu'il a piraté. Après la musique d'attente, une voix froide a répondu.
Je suis Parker Dubois. Mon fils a emprisonné ma fille et l'a forcée à vous pirater. Silence, j'ai expliqué. Shaw a parlé encore. Nous l'avons tracé à une adresse parisienne, puis avons touché des murs. Vous dites coercition? Oui, il y a une résidence ce soir, 17h. Alexandre l'a planifié. J'y serai. Apportez des preuves, a-t-il dit. Moi aussi. À 9h, j'ai rencontré Brandon Moreau, mon ancien assistant, dans un bistrot. Je lui ai montré les preuves. De quoi avez-vous besoin? A-t-il demandé. Alexandre part à 7h. Sortez Margot aujourd'hui avant la réunion. Comment? Je lui ai donné le code et les détails du tunnel. Elle est faible, mais brillante. Où l'emmener? Mon ancien bureau, rue de Vaugirard. Toujours à moi. À midi, Margot serait en sécurité. À 5h, Alexandre ferait face à la justice. Cette fois, je ne serais pas seul. Je sentais l'épuisement enfin m'atteindre, mais la détermination brûlait plus fort. Alexandre faisait confiance au contrat, aux horodatage et au silence. Je répondrais par l'exposition, les témoins et la lumière du jour. Chaque dossier qu'il avait forgé pouvait être inversé, chaque paiement tracé, chaque mensonge daté. Je me dirigeais vers la réunion, connaissant l'immeuble. Les preuves et la vérité étaient alignées, et cet alignement le briserait. Au matin, je récupérerais ma fille. À 17h, la cour de l'immeuble haussmannien était bondée. Alexandre se tenait au podium, confiant et souriant. Il n'avait aucune idée. 50 résidents remplissèrent les chaises pliantes, visages tournés vers leurs généreux voisins. L'homme qui payait les réparations du toit organisait les fêtes de fin d'année et prétendait se soucier profondément de l'immeuble. Alexandre portait un costume sur mesure et le sourire facile qui avait trompé tout le monde pendant des années. « Merci à tous d'être venus », a-t-il dit chaleureusement. « Je veux discuter de rénovation passionnante et de frais de maintenance réduits. » Des applaudissements légers ont ondulé. Les gens aimaient les frais réduits. Et concernant la situation malheureuse de mon père, a-t-il continué, la voix lourde de chagrin pratiqué. Comme certains d'entre vous le savent, il a eu des difficultés. Le chagrin peut faire des choses terribles. Nous lui trouvons l'aide dont il a besoin. C'est très gentil de votre part, fiston. Alexandre s'est figé. Il s'est tourné brusquement vers l'entrée de la cour. J'ai avancé à travers la foule. Derrière moi se tenait Vincent Shaw. Derrière lui, Georges Dubois. Et derrière Georges, Brandon Moreau, soutenant une femme mince enveloppée dans un manteau propre. Le visage d'Alexandre s'est vidé de couleur. « Papa, tu ne devrais pas être ici. »« Mon fils dit que je suis fou, » ai-je dit, ma voix portant. Il dit que j'hallucine, que je vois des choses qui ne sont pas réelles. Alors, laissez-moi vous montrer ce que je vois. Georges a mis en marche le projecteur. Les images ont éclairé le mur blanc. Le plan de 1870 de l'appartement 14C est apparu. Le mur porteur clairement marqué. Voici la structure originale, ai-je dit. Chaque ligne maintient cet immeuble debout. Maintenant, regardez. La prochaine image montrait la photographie d'hier du mur coupé. Mon fils a retiré un mur porteur pour créer une pièce illégale. Ce n'est pas juste une violation. Cela met en danger tous ceux qui vivent ici. La cour a éclaté en cris et peur. « C'est faux !» a hurlé Alexandre. Il délire. Voici les paiements. Un autre clic a révélé email et virement. Alexandre a payé Théodore Blanchard 42 000 € pour rester silencieux et confirmer la mort de ma fille. Tous les yeux se sont tournés vers Théodore au 3e rang, son visage s'effondrant. « Je ne savais pas tout, » a-t-il murmuré. « Je le jure. »« Vous en saviez assez, » ai-je dit, « mais ne croyez pas ma parole. Croyez la sienne. » Vincent Shaw s'est avancé, calme et froid. Il a affiché des relevés bancaires, des logs IP et des horodatage. « Je m'appelle Vincent Shaw, PDG de Shaw Cybersécurité. Il y a 2 ans, mon entreprise a perdu 2,5 millions d'euros à cause d'un piratage. Il venait de cet immeuble, de l'appartement 14C. Il a cliqué à travers les logs. Quelqu'un travaillait sans arrêt pendant des années. Personne ne fait ça, à moins d'être forcé. « C'est absurde !» a crié Alexandre. « Les données ne mentent pas !» a répondu Shaw. « Pas plus que les sociétés écrans recevant notre argent. »« C'est un coup monté !» a hurlé Alexandre. « Alors expliquez ça. » J'ai fait signe à Brandon. Margot s'est avancée. La cour est tombée silencieuse. Les gens se sont levés. Quelqu'un a haleté. « Margot Dubois ?» a murmuré une femme. « Mais vous étiez morte ?» Margot a atteint le podium, mince mais droite. « Je m'appelle Margot Dubois », a-t-elle dit. « Il y a 4 ans, mon frère a simulé ma mort. Il m'a enfermé dans une pièce cachée ici.
Il m'a forcé à pirater des systèmes, voler de l'argent et commettre des crimes en mon nom. Elle ment, a hurlé Alexandre. Je me souviens de votre mot de passe, a dit Margot calmement. M4RG0 Tech33 en 2020. Je me souviens de chaque email, menace et crime. Vous m'avez dit que si je criais, vous tueriez papa. Alexandre a cherché dans la foule ne trouvant que l'horreur. Je devais le faire, a-t-il bégayé. Elle devait de l'argent à des gens dangereux. La personne dangereuse, c'était vous, ai-je dit. Théodore s'est levé, tremblant. Je dois dire la vérité, Alexandre m'a payé pour confirmer la mort de Margot. J'ai signé les papiers. Alexandre a couru, il a fait 3 pas avant que Vincent ne le bloque. 2 officiers de police sont apparus. Alexandre Dubois, vous êtes en état d'arrestation. Papa, a pleuré Alexandre alors que les menottes se refermaient. Je suis votre fils. J'ai rencontré ses yeux. Tu as arrêté d'être mon fils quand tu as enfermé ta sœur dans le noir. Ils l'ont emmené. Personne ne les a arrêtés. Margot s'est effondrée dans mes bras en sanglotant. Je l'ai tenue pendant que la voiture de police disparaissait et que le soleil se couchait sur l'immeuble haussmannien. Pendant 4 ans, elle avait vécu dans l'obscurité. Maintenant, elle pouvait enfin respirer. La foule regardait silencieusement, comprenant que la justice était arrivée et que la vérité, une fois enterrée, ne pourrait plus jamais être cachée. 2 semaines plus tard, la pièce cachée n'était plus que poussière et souvenirs. L'immeuble a engagé des entrepreneurs agréés pour la démolir correctement. Ils ont arraché les murs illégaux, renforcé la structure portante qu'Alexandre avait endommagée et restauré l'appartement 14C à son plan original. Les planches sous lesquelles Margot s'était cachée ont été remplacées. Le tunnel de service a été scellé, inspecté et documenté. La pièce où ma fille a passé 4 ans en enfer n'existait plus. Alexandre était à la prison de la Santé, en attente de procès. Ses avocats s'agitaient, mais les preuves étaient accablantes. Les procureurs parlaient d'un minimum de 20 ans, possiblement plus, considérant le piratage, l'enlèvement, la fraude et les crimes financiers. Vincent Chaud s'assurait que rien n'était négligé. Théodore Blanchard a été condamné à une amende, privé de sa licence de gestion d'immeuble et ordonné de témoigner contre Alexandre. Peu après, il a déménagé chez sa fille en Normandie, trop honteux pour rester dans le quartier. Camille a obtenu l'immunité en échange de sa pleine coopération. Elle m'a appelé une fois, sanglotant et s'excusant. Je lui ai pardonné. Elle avait été prise au piège aussi, juste dans un genre de cage différent. Et Margot guérissait. Elle avait pris 4 kilos. Sa peau avait de nouveau de la couleur. De la vraie couleur, pas le gris pâle de quelqu'un privé de soleil. Elle assistait à une thérapie 3 fois par semaine avec Dr Martinez, une spécialiste des traumatismes. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Margot sursautait encore au bruit soudain, se réveillait encore de cauchemars, vérifiait encore les serrures de porte répétitivement. Mais elle allait mieux. Son ancienne entreprise de cybersécurité a appelé. Il la voulait de retour. Pas immédiatement. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps. Mais quand elle serait prête, son poste l'attendrait. Ils n'ont jamais cessé de croire en moi, m'a-t-elle dit à travers les larmes. Même quand tout le monde pensait que j'étais morte, ils ont gardé mon bureau, ma plaque nominative, juste au cas où. Cet après-midi-là, nous étions assis ensemble dans la cour de l'immeuble haussmannien, le même endroit où Alexandre avait été arrêté. Cela semblait différent maintenant, paisible. La fontaine murmurait doucement. Les enfants riaient près de nous. La lumière d'automne baignait les murs de Parker dans l'or. Margot a tourné son visage vers le haut, les yeux fermés. « J'avais oublié ce que cela faisait », a-t-elle dit. « La vraie lumière du soleil, pas d'une ampoule ou d'un écran. » J'ai pris sa main. Elle était plus forte maintenant, plus fragile comme des os d'oiseaux. « Tu es libre », ai-je dit. « Vraiment libre. Personne ne peut plus te prendre ça. »« Merci », a-t-elle murmuré, posant sa tête sur mon épaule. « De ne pas avoir abandonné. De m'avoir cru, quand tout le monde pensait que tu étais fou. »« Tu es ma fille », ai-je dit. « J'aurais brûlé le monde avant de laisser quelqu'un te faire du mal encore. » Elle a souri, un vrai sourire, le premier que j'avais vu en 4 ans. Nous sommes restés assis là pendant que le soleil descendait, regardant la ville bouger autour de nous. Père et fille, survivants ensemble. Les gens disent bon que le sang est plus épais que l'eau. Mais ces semaines m'ont appris autre chose. L'amour, le vrai amour, est plus épais que le sang. Mon fils a choisi le pouvoir sur la famille, l'argent sur l'humanité, le contrôle sur la compassion. À la fin, toute son intelligence, sa planification et sa manipulation n'ont pas pu le sauver de la vérité.
Parce que la vérité remonte toujours à la surface. Toujours. Si vous voyez quelque chose de mal, parlez. Peu m'importe à quel point la personne est puissante. Peu m'importe à quel point cela semble impossible. Le silence ne vous protège pas. Le silence vous rend complice. Et souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour les gens qu'on aime. J'avais 62 ans quand j'ai rampé dans ce tunnel. 62 ans quand je me suis dressé contre mon propre fils. 62 ans quand j'ai choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était sûr. L'âge n'excuse pas l'inaction. La peur n'excuse pas l'inaction. Rien n'excuse de détourner le regard quand quelqu'un a besoin d'aide. Alors demandez-vous ceci. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous cru Camille? Auriez-vous risqué tout pour sauver quelqu'un que tout le monde pensait mort? Si cette histoire vous a ému, qu'elle vous rappelle d'être plus courageux, d'écouter plus fort, de vous lever plus tôt. Prenez soin des gens que vous aimez. Vérifiez comment ils vont. Croyez-les quand ils disent que quelque chose ne va pas. Et ne cessez jamais de vous battre pour ce qui est juste. Parce que la famille n'est pas le sang ou l'obligation. C'est un choix. Le choix de se tenir debout. Le choix de se battre. Le choix d'aimer assez pour tout risquer. L'immeuble haussmannien tient toujours debout, solide et fort. Et quand je marche dans ces couloirs maintenant, je ne vois pas une prison. Je vois un foyer. Je vois la liberté. Et je vois ma fille enfin, vraiment vivante. En repensant à cette histoire vraie, je vois un vieil homme qui a failli tout perdre parce qu'il faisait trop confiance. Je suis un grand-père maintenant, pas seulement à mes propres souvenirs, mais à quiconque veut écouter. Et s'il y a une chose que les histoires de ce grand-père m'ont apprise, c'est ceci. Ne jamais présumer que vous connaissez quelqu'un, même si vous l'avez élevé. Ne soyez pas comme moi. Ne signez pas de papiers sans les lire. N'ignorez pas vos instincts quand quelque chose semble faux. Ne laissez pas la politesse ou la loyauté familiale vous empêcher de poser des questions difficiles. J'ai failli perdre Margot pour toujours parce que j'étais trop confiant, trop fatigué, trop disposé à croire le mensonge facile. Dieu nous donne des instincts, pour une raison. Ce matin-là, quand Camille a appelé, quelque chose dans mon ventre a crié danger. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu rester confortable. Mais Dieu ne nous promet pas le confort. Il nous promet la force quand nous en avons le plus besoin. Et il m'a donné juste assez de force pour ramper dans ce tunnel. Juste assez de courage pour affronter mon propre fils. Juste assez de foi pour croire l'impossible. La leçon, le mal ne ressemble pas toujours à un monstre. Parfois il porte un costume et vous appelle papa. Parfois il vous apporte du champagne et sourit pendant qu'il détruit tout ce que vous aimez. Mais Dieu voit à travers chaque masque. Et si vous écoutez, vraiment écoutez, il vous montrera la vérité même quand cela vous brise le cœur. C'est une histoire vraie. Chaque mot. Et je partage ces histoires de grand-père non pour la sympathie, mais comme un avertissement. Protégez votre famille. Croyez les victimes. Parlez quand vous voyez le mal. Parce que le silence n'est pas neutre. C'est choisir le côté de l'oppresseur. Margot est vivante aujourd'hui parce que j'ai refusé de rester silencieux. Parce que Dieu m'a donné une chance de plus d'être le père dont elle avait besoin. Ne gaspillez pas la vôtre. Alors dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste? Comment l'avez-vous géré? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez et abonnez-vous si vous croyez que la vérité compte plus que le confort. Et souvenez-vous, avec l'aide de Dieu, il n'est jamais trop tard pour se battre pour les gens qu'on aime. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.